Bonjour madame, Pierre Rouet, je suis de Toulouse et je suis pédiatre. Et donc j'ai fait le tour un petit peu des centres de compétences pédiatriques et nombreux sont présents là, j'ai pas vu Lille, Marseille tu es arrivé, Bertrand, et on a essayé de présenter quelques questions. Ça va être très, très court et très clair et je pense que vous les connaissez parce que on n'est pas les seuls à avoir ces problèmes. Et Madame Sylvain, je pense, recoupe ta préparé, mais voilà. Une diapo pour illustrer les choses. C'est que finalement, quand on est un centre de compétences, quel est l'intérêt d'avoir une labellisation sans possibilité de financement? Alors j'imagine que ça ne sera pas zéro, mais en écoutant votre exposé, on n'a pas su discerner, en tout cas je n'ai pas su discerner quels étaient les moyens de financement, ni quel niveau ils pourraient être. Et finalement, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, on n'a pas de visibilité. Quand on est un centre de compétences, on n'a pas une reconnaissance de notre administration hospitalière, la plupart du temps. Ils ne parlent, vous le savez, que des centres de référence. Ça peut se comprendre, mais c'est certainement lié à un problème de financement. Ce qui fait que on ne peut pas discuter pour essayer de faire suivre nos patients avec les moyens, on ne peut pas s'appuyer. Il y a des tracasseries quand on travaille en région, comme on dit, mais en province, en pratique. Quand on veut envoyer un patient pour un avis à un centre référent qui est ailleurs pour financer, ça prend énormément de temps. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. Et pareil pour les collègues, pour leur envoyer là d'où il vient. On a des manques de moyens humains. Alors vous me direz, on est là pour soigner les patients, certes, mais les maladies rares, elles sont multiples, c'est beaucoup de temps, ça évolue vite. C'est pour les médecins qui sont en centre de compétences, ils sont souvent experts, ou alors c'est peut-être pas la peine qu'ils soient compétents. Et pour être expert, ben, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réunions et souvent des discussions. Alors effectivement, la télémédecine, nous on la pratique pas mal et on peut développer des choses, ça aide, mais ça suffit pas, il faut aussi lire et aller au congrès. Et puis, il y a des manques de moyens humains. Si on améliore la prise en charge des maladies rares, on a des accroissements de fil actifs. Je vois pour les enfants, maintenant, ils survivent, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça devient de plus en plus lourd. Et puis, donc, finalement, c'est des consultations qui sont longues, en tout cas pour les enfants, très longues. Il y a les familles qu'il faut porter. Et des situations sont de plus en plus complexes. Je pense que tous mes camarades partagent ça. Je vais aller plus vite sur l'autre versant des choses. C'est donc qu'on a, avec ce plan, moi j'ai conscience qu'on risquait d'avoir un alourdissement des charges administratives. La Banque nationale maladies rares, jusqu'à présent, on n'était pas obligé d'y faire figurer les patients, mais qui rentrait les données? Alors j'ai bien entendu que l'espoir c'était d'automatiser le dossier patient informatisé et que ça se fasse tout seul. Enfin, aujourd'hui, chaque fois qu'on a essayé de le faire, c'est du temps, c'est des moyens. Il va falloir de plus en plus participer aux réunions interactives, au RCP. Alors effectivement, encore une fois, la télémédecine peut aider, mais c'est les déplacements qui les financent aussi. Et puis pour la recherche, pour faire des études multicentriques, à ce jour, c'est très difficile d'avoir des financements d'assistants de recherche clinique ou autres qui soient partagés entre les centres de référence. Ce n'est pas une critique, hein, c'est une constatation, les moyens ne sont peut-être pas assez déployés. Et finalement, dans une filière... si on parle de pédiatrie plus spécifiquement, quel est le rôle des centres de compétences pédiatriques? Ben, juste identifier et dire ce que plusieurs d'entre nous ont fait remonter, Alain entre autres, et puis on est tous pareils. Une équipe pédiatrique, elle touche à beaucoup de choses, même quand elle est très spécialisée. Et en pratique, elle se retrouve à être centre de compétences de beaucoup de centres de référence. Ce qui complique sérieusement les choses et alourdit encore la tâche. Et je pense que c'est aussi certainement le cas en médecine adulte. Hein, je pense que ça a été. Mais ça, et démultiplier cette activité, c'est très lourd. Il y a aussi, si on parle plus spécifiquement de foie, des champs qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les centres de référence. Bon, je cite certains aspects comme les hépatites auto-immunes, ça peut être revu, et ça sera certainement revu. Mais les maladies hépatiques de l'enfant, elles sont très consommatrices de sang. Il y a la prise en charge des familles, des patients qui sont souvent plus instables et plus rapides. Ils récupèrent plus vite que les adultes, mais ils se décompensent plus vite. Tout ça demande énormément de temps.
Et il y a des techniques d'exploration qui sont très spécifiques parce que la miniaturisation, elle n'est pas toujours développée. Voilà. Alors tout ça, c'est finalement, il y a une réflexion qu'on se pose au niveau des centres de compétences maladies rares pédiatriques concernant le foie. C'est finalement, est-ce qu'il ne faut pas évoluer vers des centres constitutifs, comme vous l'indiquez, avec les schémas, pour bien mailler le territoire national, pour assurer la transition de l'adulte en l'enfant. Alors, on parle de centres constitutifs, mais dans la plupart de nos centres pédiatriques, on a développé au sein de nos CHU des consultations communes. Enfin, nous, ça fait 20 ans à Toulouse qu'on le fait, comme vous le savez. Et je veux dire, c'est pas forcément un centre constitutif qui le fait pour moi. Mais on peut imaginer que ça puisse être important. Et puis, certainement, la volonté, c'est effectivement de fédérer un maximum de choses autour d'un centre coordonnateur. À faire évoluer la thésée biliaire et le cholestage génétique, mais quand on était pathologue pédiatre, comme l'a fait remarquer un de mes camarades, je crois que c'est Alain, on est obligé de faire face à toutes les autres maladies. Il n'y a pas que les atrésies biliaires, ça représente beaucoup, et les cholestages génétiques, il y a les maladies vasculaires du foie et les maladies auto-immunes du foie en général. Voilà, donc c'est les questions qui se posent aujourd'hui, qui sont en réflexion, mais avec les éléments qu'on lit, et j'espère qu'on aura des éléments de réponse. Voilà, merci.